Avant de poursuivre, nous aimerions reconnaître que cette conférence, quoi qu'elle soit en ligne, a été organisée en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Gueniègue-Éa comme gardienne de ces terres et de ces eaux. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'un incontournable travail de décolonisation reste largement à faire afin de créer une paix durable entre les nations habitant ce territoire, incluant des réparations et une profonde remise en question de nos institutions et de nos habitudes. Donc, mon nom est Chantal Hyde, je suis vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain CSN et à ce titre, responsable politique du dossier Solidarité internationale, entre autres. C'est avec un grand plaisir que je vais assurer l'animation de la conférence d'aujourd'hui intitulée Convergence des luttes. Nous allons réfléchir sur des stratégies concrètes pour développer notre solidarité au-delà des frontières et dans un but commun. Il est temps d'entrer dans l'action et la solidarité collective pour combattre les inégalités et les injustices du capitalisme. Plus que jamais, nous devons mettre de l'avant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Donc, pour en discuter, nous aurons le plaisir d'entendre 4 panélistes, Aw-Long Yu, Aurélie Trouvé, Arlene Inouye et Alem Belhadj, que je vais vous présenter un peu plus en détail avant leurs exposés respectifs. Après leur mot d'ouverture, suivra une période d'échange entre les panélistes et notre conférence se terminera avec une période de discussion avec vous par le biais de l'outil de clavardage où vous pouvez aussi demander la parole si vous voulez vous exprimer verbalement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Aw-Long Yu qui va faire son intervention par vidéo. Aw-Long est un activiste du travail et un auteur qui vit à Hong Kong. En 1999, avec d'autres, il a fondé le Globalization Monitor dans le but de promouvoir l'éducation publique sur le néolibéralisme et la globalisation avec au sein de syndicats et des activistes syndicaux. En 2004, il a aidé à lancer un projet de solidarité chinois avec les travailleurs et travailleuses. Il a quitté en 2010 pour travailler à temps plein sur une recherche et des textes sur sa recherche et des articles sur la Chine. Il a écrit pour des médias locaux comme le Ningpo Daily et Stand News. Il a aussi contribué en anglais à des journaux comme le Working USA, New Politics, Jacobin et Made in China. Il a écrit 2 livres en anglais, ou il a plutôt 2 livres disponibles en anglais, excusez-moi. Et le premier, en 2012, s'appelle en anglais China's Rise, Strength and Fragility, donc la montée de la Chine, force et faiblesse. Et son second livre parle de Hong Kong, qui s'appelle Hong Kong in Revolt, The Protest Movement and the Future of China. Donc, Aw-Long Yu en vidéo. Merci. I would like to thank the Great Transition Conference for organizing this meeting. I would like to give an 8-point presentation on the topic of the historical significance of the 2019 Hong Kong resistance in relation to global capitalism, which my book on the Hong Kong revolt has partially covered. First is about the characterization of last year's revolt. It was basically a popular democratic movement, not one that was manipulated by the US or the UK. This movement was not even about Hong Kong independence. This does not mean that the US empire did not intervene, nor that no one demanded Hong Kong independence. But they were far from significant enough to really influence the movement's momentum or direction. What unified the 2 million protesters were the 5 demands, which were about opposing the extradition bill and police violence, and also about universal suffrage. These were all legitimate demands. With last year's revolt, with 2019's revolt,
we can say that for the first time in Hong Kong history, the idea of democracy has taken root among the majorities of the people. The 2014 umbrella movement only received 40% of the public support. In contrast, the 2019 revolt consistently got 60 to 70% support. On top of this, a big section of the 1997 generation now grasps the idea that direct actions are always required for democratic struggle to succeed. This in itself is a spectacular success. And this is in a historical context where Hong Kong is the only city in China which was daring enough to rise up against Beijing, as the rest of the country was under harsh repression since 1989. This leads us to the second point about foreign forces. Surely there were pro-Trump parties and pro-independence parties, but they are all very small. In general, party politics are very weak in Hong Kong. Surely this weakness is compensated by a big pro-Trump tabloid, however. It was influential, yet it did not have any mechanism to make the movement accept its position. Do not forget that, as a whole, the movement was leaderless. Such a huge movement definitely included a whole range of contradictory tendencies. We must not be fooled by the highly selective reports made by mainstream Western media, which often focused on protesters waving the US flags. There was also a mass rally in support of the Catalonia struggle and waving Catalonia flags during demonstration, but this was underreported. There was also a solidarity rally with Catalonia where 3,000 protesters joined. Before the rally, actually, the right-wing localists tried to persuade the organizers not to hold this rally, as this would piss off their American ally. But the rally went ahead regardless. One must also be aware of the fact that the foreign forces in Hong Kong have always been localized, something which certain leftists chose to neglect when they decided not to stand with the Hong Kong revolt. It is none other than Beijing itself which has helped the UK and the US to continue to have some political and economic influence in Hong Kong, because the Basic Law of Hong Kong officially allowed such things, including allowing British judges to be employed in Hong Kong courts. Yes, this is a colonial legacy which should be done away with, but it should be replaced by something better, not worse. Replacing British common laws with the Chinese legal system is definitely making things worse for Hong Kong Chinese. We also have to take note of a special feature of this great movement. It was simultaneously a politically radical, but also socially conservative movement. It was politically radical in the sense of its bravery in targeting Beijing and demanding democracy. For 40 years, Hong Kong democratic movements had been exceedingly peaceful. It did not even tolerate civil disobedience. The first time this taboo was broken was in 2014 umbrella movement. And then in 2019, it was elevated to an entirely new plane. On the other hand, it was a movement which exhibits a social conservatism, which never questions anything about the free market, alongside the huge economic inequalities it sustains. The movement was guided by the perspectives of Beijing versus Hong Kong binary, which implied that anyone who is against the CCP is our friend, including Trump. Whenever there were suggestions that we should also concern about
the huge wealth inequality. This was seen as irrelevant and hence totally ignored. Most of the protesters gave no thought to this because they thought that Beijing was our main enemy right now. So we should prioritize an all-people alliance against Beijing. But there was also a very strong conservative voice which would oppose in principle anything about redistributive justice. I argue that this is because of the deep-rooted social conservatism here in Hong Kong. Because of its long periods of economic prosperity, all of those critique from the left of free market ideology seems to be obsolete among most of the people. The laboring class actually would not oppose the idea of a welfare state, but most do not feel it urgent or confident to demand it either. So this brings us to the fourth feature of the revolt, namely the influence of localism. For many, localism only means their Hong Kong identity, that the people here deserve the right to determine their future. But there has been a hardcore right-wing localism as well, which is in practical alliance with the US conservative establishment. They were organizationally weak, but because of the absence of organized leftists, this allowed the right-wing localists to have much bigger voice than its actual size. The right-wing localist was not strong enough to steer the whole movement to its agenda, but it was still able to hold actions involving thousands, appealing to Trump or making potentially racist verbal attack on mainland immigrants. This did not have any grave consequence for the Hong Kong revolt per se, but it gave Beijing a good excuse to describe the movement as anti-Chinese. And under the party's censorship, many mainland Chinese did believe its propaganda. This was and is detrimental to Hong Kong's democratic movement, because the long-term success of Hong Kong democracy depends on the success of the Chinese democratic movement. Revolution in one city is a pipe dream. The young activists were more or less aware of this. Yet, most seek allies in the West, not in the Chinese democratic movement. The inability of many people here to think strategically, especially in relation to China, may continuously steer people towards the right-wing localist direction. Now I come to point 5. One of the most interesting things about last year's revolt was the new trade union movement. The revolt started as a movement which was hostile to leaders and hostile to organizations. Yet, at the end of the day, it also gave birth to a new trade union movement led by young workers activists. The revolt also started as a movement whose perspectives about democracy never extended beyond the political realm. Yet, the revolt triggered off this new union movement, which has the potential to extend the movement beyond the political realm and shake up industrial relationships here. Most were small unions, but there are also big unions. For instance, the Hospital Authority Employee Alliance has a membership of 20,000 out of 80,000 employees, and it launched a successful 5-day strike in February 2020 to demand the government to close the border with mainland China to stop the virus from spreading. Anyone who is serious about building an international labor movement will doubtless support the building of this new trade union movement while arguing for a leftist course. The rise of localism in Hong Kong.
could be progressive as long as it also consciously rejects the right-wing discourse of racism and xenophobia. Now I come to point 6. I argue for the demand of Hong Kong self-determination, but it should link to the demand for democratizations of China as well, including the self-determination for ethnic minorities in North China. If today there is strong separatism among minorities in Tibet and Xinjiang and Taiwan and Hong Kong, it is the Beijing regime which is to be blamed. Nearly a century ago, both the KMT and the CCP pursued the reunification of the Chinese nation as a response to the colonization and occupation by imperial powers. But by that time, the CCP's course of action was different from the KMT. The CCP was to achieve the same ends by the means of genuine democracy and the recognition of self-determination for all minorities. And this was what helped the CCP to win over the progressive elements of the minorities. And finally help it to come to power. Yet, the parties eventually abandoned its program of self-determination, among many other broken promises. And this has determined its own degeneration, until it reached a point that the party today has evolved into a party of bureaucratic capitalists. While a democratic alliance of Han Chinese and other ethnic minorities on the basis of self-determination remain a progressive agenda, this could only be achieved by the absence of the CCP dictatorship. The campaign's argument of supporting the CCP regime so as to promote a national reunification and to contest with the US empire is like squaring a circle. And then point 7. It was the young generation which was the vanguard of 2019 revolt. However, within a year, Beijing retaliated by imposing its national security law on us. From the perspectives of the direct result of these 2 years' struggles, one could say that we have lost the battle. In view of the ongoing harsh repression, it will take a long time for the movement to rise up again. In essence, the great contributions of the 1997 generation was that they was able to throw away the old liberals' illusions of convincing Beijing to give us democracy. Hence, they launched a great revolt. That was they were capable of. But they had no hope of success as well, given the relationship of forces and their own inadequacy. On top of that is the fact that this generation is also poorly prepared in terms of politics. Say, for instance, they were new hands to politics and have no ideas of, for instance, what the Pepe the Frog means in the West. So they just copied it and spread it out in Hong Kong without awareing that it may place into the hands of the right wings in US or other parts of the world. So it reminds me of the story of the new emperor's new clothes, where the boy yelled that, "Oh, the emperor is naked." Hence, the boy created a political crisis for the emperor. But it is also true that the boy could not be in a position to solve the crisis. Similarly, the young people have been brave enough to trigger off a great revolt, but they were not politically equipped to lead it to victory for this time. They thought that the 2019 revolt was the end game. They were wrong. It was just the beginning of a long-term struggle. Nevertheless,
The 2019 revolt thus constitutes a new departure point for the long march of democracy, and for this we must thank the youth for their selfless sacrifice. And now I come to the last point, point 8. For global capitalism, Hong Kong has in recent years been described as playing the role of the superconnector between China and the world. And this is a world still dominated by the West. Fundamentally, these three players, China, Western countries, and Hong Kong, each represent three different types of capitalism: Western liberal capitalism, the Orwellian capitalism of China, and the semi-liberal capitalism of Hong Kong. This triangular relationship has benefited all three players since late 1979, something which has been made possible by Beijing's compromises with Western countries and its subsequent integration into global capitalism. But this mutually beneficial situation rests on a particular set of relationships which would not have survived indefinitely. The 2008 global financial crisis signified a new period of stagnation and crisis of global capitalism. In response to this crisis, while Western capitalism has increasingly become illiberal, Beijing has also increasingly found Hong Kong's press freedom and organized opposition are far too dangerous for its Orwellian capitalism. Last but not least, Hong Kong people are no longer content to merely to be a goose which lays golden eggs. They want to be treated as humans and dared to fight for their right to universal suffrage. In response to this, Beijing shot at this superconductor by wiping out Hong Kong's autonomy. This could not have been done without Beijing's first breaking its promise to recognize Western interest in Hong Kong. Since then, a new Cold War, so-called, has begun, and involving a great new contest between the US and China. While Hong Kong people are caught in between and suffer the blows from both sides, global capitalism is also arriving at a new stage of crisis, laid bare by the COVID-19 pandemic. Thank you. Merci beaucoup, Orlan Liu, qui nous a livré son discours par vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons aller écouter Aurélie Trouvé, qui est enseignante-chercheuse en économie, agronome de formation. Elle a notamment écrit Le business est dans le pré en 2015. Elle est également militante bénévole depuis 2002 et porte-parole d'Attaque depuis 2016. Amélie est une des instigatrices des Rosies qui se battent pour faire entendre des revendications féministes dans les luttes sociales, ou encore du collectif Plus jamais ça, qui regroupe aujourd'hui des dizaines d'organisations syndicales et associatives rassemblées face à l'urgence sociale et écologique. Aurélie? Oui, merci. Bonjour à tous et puis bonsoir à tous et merci déjà pour l'invitation. Alors, je vais essayer de respecter les 15 minutes. Voilà, donc ce que je vais essayer de vous raconter, c'est les expériences de convergence des luttes en France, voilà, en espérant aussi que ça puisse faire débattre sur les convergences qui peuvent se constituer à l'échelle internationale. Alors, en France, actuellement, on peut faire le constat que sur le plan électoral, la gauche et l'écologie sont très faibles et très éclatées. On a des élections nationales dans un an. Et pour l'instant, ceux qui dominent, qui sont sûrs d'être d'être élus, c'est soit la droite des riches, c'est-à-dire représentée aujourd'hui par Emmanuel Macron, le président actuel, qui a vraiment une politique en faveur des riches, soit l'extrême droite, qui est extrêmement forte, de plus en plus forte, avec la crainte d'ailleurs d'une victoire de l'extrême droite, ou d'une alliance entre la droite des riches et cette extrême droite, parce qu'on voit vraiment une contagion des idées d'extrême droite dans toute la société en France.
Et pourtant, il y a vraiment des idées de gauche et de l'écologie qui sont majoritaires dans la population. Il y a des sondages qui montrent que ces idées de gauche sont majoritaires. Et du coup, se pose la question de la constitution de convergence, la construction de convergence, la constitution d'un bloc, on va dire ça comme ça, qui puisse être à la fois majoritaire, mais sur des bases radicales, c'est-à-dire pour changer le système. Et ce que je voudrais vous raconter ici, c'est comment les mouvements sociaux ces dernières années en France ont fait la démonstration qu'on peut avoir des alliances de ce type-là. Et je vais vous raconter plusieurs types d'alliances qui se sont jouées les dernières années et qui peuvent, en tout cas, donner des leçons ou en tout cas enseigner des choses pour construire ce bloc et peut-être aussi pour la gauche et l'écologie sur le plan électoral. Voilà, premier type d'alliances qui se sont construites ces dernières années, c'est vraiment l'alliance entre les questions écologiques et les questions sociales. Il y a un slogan ces dernières années dans les manifestations qui s'est imposé et qui est celui-ci, fin du monde, fin du mois, même combat. Ça signifie qu'en somme, ceux qui se battent contre la fin du monde, qui se battent contre le réchauffement climatique et pour le climat, eh bien, ils peuvent aussi s'allier à ceux qui se battent pour leur fin de mois, c'est-à-dire pour essayer d'avoir des salaires, des conditions de travail capables de les faire vivre dignement. Et ces slogans sont venus notamment parce qu'au même moment, dans les 5 dernières années, il y a eu à la fois 2 mouvements très forts, à la fois le mouvement des Gilets jaunes, qui s'est battu pour la justice sociale, fiscale et la démocratie. Et c'était plutôt un mouvement qui est parti des auto-entrepreneurs, des tout petits patrons, des employés précaires. Et de l'autre, il y a eu le mouvement climat, qui aussi s'est développé en France, où il y a quand même beaucoup d'étudiants, de jeunes, de classe moyenne et supérieure, Mais il y a eu des débuts de convergence entre les deux. Et par ailleurs, il y a aussi en France des grandes organisations syndicales qui représentent les salariés et leurs intérêts. Et puis de l'autre côté, des mouvements écologistes, des grandes organisations environnementales comme Greenpeace et d'autres. Et en fait, on a fait tout un travail depuis maintenant 2 ans dans un collectif qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui est un collectif pérenne qui regroupe justement à la fois ces grands syndicats de salariés et puis qui regroupe aussi de grandes organisations environnementales ou de solidarité internationale, par exemple comme Oxfam. Et c'est des alliances et c'est un collectif dont on pense qu'il n'aurait jamais existé il y a même 3 ans. Donc, c'est un collectif pérenne qui se réunit toutes les semaines et qui essaye justement à la fois de construire des propositions, des revendications communes et aussi de construire des mobilisations ensemble pour avoir des moments de convergence et essayer de peser dans le débat public et essayer de peser dans le rapport de force face à la droite et l'extrême droite. Voilà, mais ça c'est pas simple parce que ça signifie aussi que pour ces organisations syndicales, pour ces mouvements sociaux, eh bien, l'écologie ne soit pas seulement une question annexe, qu'on cesse de penser que l'écologie, c'est une affaire de pays et de gens riches. Donc, ça veut dire que il faut prendre en compte le fait qu'on peut avoir une écologie sociale et surtout que, en fait, l'écologie, l'urgence écologique nécessite de toute façon de transformer profondément nos façons de consommer et de produire, nécessite aussi de diminuer certaines activités les plus polluantes et de diminuer finalement notre production et notre consommation énergétique et matérielle au niveau global. Et du coup, il y a une question qui nous anime tous ensemble, c'est comment on met en œuvre cette transition écologique tout en partageant mieux les richesses. Et dans le collectif Plus Jamais Ça, eh bien, on a la base de ce projet alternatif, c'est fondé sur la création de millions d'emplois qui sont nécessaires pour des activités utiles à la transition écologique, mais aussi utiles pour des besoins sociaux, par exemple dans les crèches, la culture, l'éducation, etc. Mais aussi un projet qui soit fondé sur le désinvestissement des activités les plus nuisibles pour la planète. Voilà, donc c'est tout un projet qu'on essaye de travailler ensemble, une sorte de Green New Deal radical qui puisse aussi nous
nous permettent de reconstruire une gauche écologique sur des bases larges, sur un arc de force très large, mais sur des bases radicales, au sens du changement de système. Voilà, donc ça, c'est un premier enjeu, un premier type d'alliance. À mon avis, un deuxième type d'alliance absolument nécessaire, c'est l'alliance entre les luttes locales et les luttes nationales et internationales. En France, mais comme ailleurs, hein, il y a un très grand nombre d'initiatives très locales, par exemple les monnaies locales, par exemple ce qu'on appelle les AMAP, hein, c'est-à-dire ces contrats directs entre des paysans et des consommateurs qui se font livrer directement chez les paysans. Enfin, voilà, tout un tas de luttes locales également. On a des luttes contre des grands projets, des projets d'autoroutes, des projets de grands centres commerciaux, des projets d'aéroports. Tout ça, ce sont des luttes locales, des résistances locales qui sont extrêmement actives, qui parfois obtiennent des victoires. Par exemple, on a une victoire parce qu'on a réussi à ne pas avoir la construction d'un nouveau grand aéroport en France, hein, qui est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais la question, c'est comment rassembler toutes ces luttes locales pour en faire des leviers de transformation politique. Et donc, ça signifie aussi que si on veut transformer la politique à un niveau national et international, il faut savoir s'appuyer et prendre en compte ces luttes, peut-être aussi arriver à les rassembler à des moments donnés pour en faire de vrais leviers de transformation globale. Troisième type d'alliance possible ou d'enjeu, en France en tout cas, c'est l'enjeu de l'alliance entre les mouvements sociaux et écologistes, c'est-à-dire les organisations syndicales et associatives notamment, et les partis politiques de la gauche et de l'écologie. Et on a un vrai problème, nous, qu'on ressent dans les organisations syndicales et associatives, c'est qu'en fait, les partis politiques de la gauche et de l'écologie ont souvent tendance soit à mépriser ces organisations sociales et associatives, ou ces mouvements sociaux, ou ces luttes locales, soit à les instrumentaliser, c'est-à-dire à tenter de les récupérer pour pouvoir eux-mêmes se renforcer. Et du coup, cette position qu'ils ont, soit de mépris, soit d'instrumentalisation, les rend incapables de se nourrir de la richesse de ces mouvements sociaux et de ces luttes citoyennes. Et donc, voilà, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, si on veut reconstruire une gauche et une écologie qui gagnent le pouvoir, il faut aussi que ces partis-là soient en capacité de se nourrir de ces mouvements sociaux, de comprendre que ces mouvements ont un rôle décisif à jouer dans la construction d'un projet ou de projets émancipateurs et de propositions politiques, tout en respectant l'autonomie de ces mouvements sociaux. Voilà, un quatrième enjeu maintenant, de mon point de vue, c'est, en tout cas en France, la question justement des formes d'action. On parle beaucoup, nous, de complémentarité des tactiques, c'est-à-dire les formes d'action parce que, face à un capitalisme qui est de plus en plus violent, face aussi au mur médiatique, il y a des confrontations de plus en plus assumées de la part de certains groupes aux forces policières ou par exemple pour détruire des symboles du capitalisme. Et de l'autre côté, il y a aussi une désobéissance civile qui est dite cette fois-ci non violente et pacifique. Et aujourd'hui, on a un vrai enjeu à la fois de ne pas se dénoncer les uns les autres, de ne pas se nuire les uns les autres. Parce que, par exemple, quand on fait une manifestation non violente en France, on peut avoir des individus, des groupes qui viennent pour, par exemple, se confronter aux forces policières pour détruire des vitrines commerciales ou de banques, etc. Mais le problème, c'est que finalement, cette manifestation qui se disait non violente et qui voulait avoir pouvoir inclure des familles, etc., c'est des manifestations qui ne peuvent plus avoir lieu dans le cadre qui était fixé au départ, quoi. Et donc, toute la question aujourd'hui, elle est de comment on peut réussir, dans le respect les uns les autres, de continuer chacun ces formes d'action-là, tout en reconnaissant que, il peut y avoir aussi, tout en essayant de comprendre en tout cas les modes d'action des uns et des autres. Et comment finalement on peut éviter de s'affaiblir mutuellement pour peser plus fortement face à des adversaires qui sont identiques. Voilà.
et aussi pour des perspectives d'émancipation qui peuvent être communes. Et puis, dernier enjeu, avant-dernier enjeu, pardon, j'ai encore 2 enjeux. Avant-dernier enjeu, c'est celui de l'internationalisation des luttes, parce que la convergence des luttes à un niveau international, en tout cas, vu de France, je crois qu'on observe un certain recul, puisqu'on a eu, en tout cas en France, une grande implication dans les forums sociaux mondiaux, dans les forums sociaux européens. Il y a eu, avec la montée de l'altermondialisme au début des années 2000, enfin la fin des années 90 et au début des années 2000, vraiment une tentative de convergence des luttes internationales qui, de mon point de vue, s'est fortement affaiblie ces derniers temps, mais avec de nouvelles formes quand même. Par exemple, on le voit dans les mouvements féministes, des mouvements féministes qui s'enrichissent les uns les autres. Par exemple, en regardant ce qui se fait en Amérique latine, eh bien, il y a des mouvements féministes en France qui s'appuient sur ces mouvements féministes d'Amérique latine, de la même façon que quand il y a eu le meurtre de George Floyd et les soulèvements antiracistes et contre les violences policières aux États-Unis, eh bien, ça a amené en France, en juin dernier, à des mouvements importants de lutte contre les violences policières et contre le racisme. Voilà. Et dernier enjeu que je voudrais, moi, aborder, qui est très, très important en France, c'est le lien entre les questions sociales et les questions de démocratie et d'égalité réelle. Parce que nous avons aujourd'hui en France, et comme dans beaucoup d'autres pays, une grande montée, disons, de tous les courants racistes, complotistes, antidémocratiques, sexistes, homophobes. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra pas reconstruire la gauche que sur, disons, le conflit capital-travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que les questions de partage des richesses au centre, disons, de la gauche. Et on a besoin aujourd'hui, véritablement, en tout cas nous en France, de refaire tout un travail et de reconstruire des luttes contre le racisme, contre le patriarcat et contre l'homophobie. Parce qu'on a une énorme avancée de l'extrême droite et une contagion des idées de l'extrême droite dans toute la société, y compris dans une partie de la gauche. Voilà. Et donc, ça passe par un travail, mais aussi des positions qui soient très claires. Par exemple, le droit des migrants d'avoir les mêmes, enfin, le fait que les migrants puissent avoir les mêmes droits que les citoyens en France, le droit aussi de résider, le droit de circuler, les mêmes droits qu'en France. Et bien ça, par exemple, c'est une idée qui n'est pas aujourd'hui, je dirais, complètement partagée à gauche. Donc, on a un énorme travail à faire, y compris pour se réapproprier la question de la laïcité. Et parce qu'on a aujourd'hui, je dirais, je finirai là-dessus, en tout cas en France et sans doute ailleurs, la montée de ce que j'appellerais un néolibéralisme très autoritaire, c'est-à-dire que le capitalisme néolibéral est devenu tellement violent que pour continuer à se maintenir, il a besoin de diviser la population et d'être de plus en plus répressif et autoritaire. Et nous, on l'observe vraiment avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, puisqu'il a multiplié les lois pour étouffer les libertés publiques, mais aussi pour diviser la population, stigmatiser les musulmans, stigmatiser les quartiers populaires, etc. Et donc, face à ça, eh bien, il y a besoin vraiment à gauche d'abord de se lutter contre ça et de se réapproprier toutes ces questions en ne lâchant rien contre l'extrême droite. Et ça, c'est un dernier enjeu qui est immense, d'essayer finalement de rassembler les luttes féministes, les luttes antiracistes, les luttes contre les violences policières, les luttes LGBTI+, comme on appelle en France, c'est-à-dire anti-homophobie, de rassembler toutes ces luttes-là avec les luttes sociales et écologiques pour tenter de construire un bloc majoritaire dans la population avec l'idée un jour de pouvoir reprendre le pouvoir à la droite et l'extrême droite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie, c'était passionnant. Donc, avant de passer à la prochaine intervenante, je veux juste vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant les présentations de nos panélistes et les questions, on y répondra après les 4 interventions. Donc, notre prochaine intervenante est Arlene Inouye.
Arlene est une militante pour la paix et la justice, mais aussi une leader dans l'éducation progressiste depuis 30 ans. Elle est une japonaise états-unienne de 3e génération. Elle est née à Los Angeles, en Californie. Sa famille a d'ailleurs été incarcérée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est maintenant secrétaire de United Teachers of Los Angeles et présidente de son unité de négociation. United Teachers Los Angeles représente 34 000 enseignants et enseignantes, conseillers, infirmières, éducateurs, éducatrices et encore plus de corps de métier dans le district scolaire unifié de Los Angeles. Elle exerce son leadership dans le syndicat depuis la grève historique de janvier 2019 et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on retourne à la présence physique dans les écoles. Arlene est une spécialiste bilingue de la parole et du langage depuis plus de 18 ans dans le district scolaire de Los Angeles. Elle est une organisatrice communautaire, une militante des droits humains, une éducatrice pour les parents, une spécialiste de relations humaines et multiculturelles et surtout une leader des réformes progressistes de l'éducation. Elle a fondé et dirigé une organisation sans but lucratif, une coalition pour des alternatives au militarisme dans les écoles après le début de la guerre en Irak, alors qu'elle s'est rendue compte que les enfants racisés des écoles secondaires étaient recrutés par l'armée sur la base de fausses informations. Sans plus tarder, Arlene, it's your turn. Thank you so much, Chantal. And I'm really enjoying this discussion. What could be more important, right, than really looking at how we converge, how we intersect and merge our movements globally. It's a watershed time for us. And I know that we're so used to the divide and conquer and the ripping apart. So it's so beautiful to be here. And I wish I could see people's faces and we were physically present, but that isn't possible. So I'm glad, though, that we could have this discussion virtually. And thanks to the organizers of this event. So I just wanted to start out by saying that growing up as a third generation Japanese American in Los Angeles, I was given the message that by working hard, we could overcome the discrimination that led to the incarceration of my entire family. This was before I was born, the Japanese community during World War II. And I, of course, as a child, I didn't understand the concept of systems and structures in the US that would determine who was given resources and who was devalued. And in my case, I was stereotyped as a perpetual foreigner. Today, the rise of anti-Asian hate and violence reflects the systemic racism that exists because of our white supremacy culture. And that's probably the foundation of everything, is starting from our white supremacy culture. It was around 13 years ago where I became really concerned about what was happening in our country and wanting to understand the interconnections between the theme of converging storms, the crisis of energy, capitalism, and the environment. I participated in a neighborhood social justice study group, and we discussed the relationships and the dangers. I sensed that it was just a matter of time before our racial capitalist economy would converge towards an economic and ecological catastrophe. Today, we know that period as the 2008 Great Recession, when 8.7 million jobs were lost, foreclosures swallowed 8 trillion in housing wealth, and an estimated 6.3 million people, including 2.1 million children, were pushed into poverty. This trend of rising inequality, social unrest, and police brutality attacks on the most vulnerable in our society: children, undocumented immigrants, precarious workers, people of color, the poor, elderly, and disabled, along with the acceleration of the military prison complex and climate disaster, brought about a right-wing fascist white supremacist into the White House after the nation's first Black president in 2008. Trump's presidency ended as a coronavirus pandemic, which he claimed was nothing more than a flu,
killed more people in the United States than anywhere in the world, with presently over 600,000 deaths, more than those killed in World War I, World War II, and the Vietnam War combined. And those deaths disproportionately hit who we know who, the poorest, the low wage, the essential workers, people of color living in multi-unit family units, the homeless, and those who live paycheck to paycheck, which is a majority of the American people. Well, what led us down this path to the present? The priorities were different in the 1930s when social and labor movements moved President Franklin D. Roosevelt to a New Deal, a series of programs, public works projects, financial reforms, and regulations that restored a sense of security as it put people back to work after the Great Depression. It created the framework for a regulatory state that would protect the interests of all Americans, rich and poor, and thereby help the business system work in more productive ways. Labor unions made important advances in building the middle class and reducing inequality, although they have a history of deplorable race discrimination. However, the gains from the New Deal was systematically attacked by the right wing, corporations, and billionaires, with the goal of creating a neoliberal economic agenda that protected the interests of the wealthy and exploited workers. Dog whistles and messages blaming the poor, the immigrants, and the people of color for their plight have justified drastic actions. We've had 50 years of decline, 50 years that's contributed to obscene income inequality, wage stagnation, declining mobility, low-paying jobs, skewing of politics in favor of corporations and wealthy campaign donors. The US has anti-union laws and structures. Whereas labor unions were 35% of the labor force in the 1950s, they dropped to 10% today. 10%. Forces that have reduced worker power also include attacks and firing of striking workers, globalization, competition of lower wage workers in other countries, advances in automation, robots, and artificial intelligence, and corporate America's undercutting of worker leverage through such as Uber and Lyft, temporary contractors, and Amazon. Attacks on labor have included a ruling by the Supreme Court in 2018 called Janus versus AFSCME that allowed workers to opt out of paying union dues while obligating unions to provide services to workers. Now, this was supposed to be the final death blow of unions in the United States, because by making dues optional, it was believed that our individualist society and our individual workers would opt out of paying dues, thereby bankrupting the unions. But guess what happened? Instead, the following year, wildcat strikes in red states, West Virginia, Arizona, Kentucky, and the South, states that supported Trump in the presidential election, and where strikes were illegal, they took the streets in protest of wages, health insurance, and working conditions. This followed decades of underfunding and austerity budgets as public school communities had more low-income students of color and students with special needs. Additionally, the underfunding of education led to staff shortages, dilapidated and unsafe school buildings, and cuts to programs. Corporations further diverted public school funding through vouchers and charter schools, making the case for school choice and that public schools and its teachers were inferior. Before 2018, strikes in the US were rare and considered very risky. But school teachers, predominantly females, women who have been poorly paid and chosen a giving profession where they typically spent their own money on their students, like an average of $1,000
for supplies and student needs. These are the people who decided they weren't gonna take it anymore. In 2019, my union, United Teachers Los Angeles, we actually planned a strike for the schools our students deserve. Our school district, the second largest in the nation with over 90% students of color and 85% low income, and our union has 35,000 members, predominantly K through 12 teachers, but again, also counselors, therapists, early educators, adult educators, and more. In 2014, a team of progressive educators, we took leadership and we transformed UTLA around an agenda of social, economic, educational, and racial justice. We called for the district's reserve of $2 billion to lower class sizes, where we were at the very bottom. We were ranked 48th out of 50 in the nation in class size. We called for a nurse at every single school, over 900 schools, 5 days a week, instead of 1 day a week. And we lifted the need for more counselors. We demanded investments in community schools, our alternative to privatized schools, put the resources in the neighborhoods where our students live. We called for common good demands, an immigrant defense fund, an end to the criminalizing of students of color, green space on campus, a charter school moratorium, and more. We won the narrative around public education. We pointed out that California is the 5th richest economy in the world, not only in the US, in the world, yet we were ranked at the bottom of the nation in public school spending, while our billionaires are ranked at the top. We won by a strategy of deep organizing, building a union infrastructure that included a strong research and communications team, a strategic plan that engaged members and developed new leaders and escalating actions. And what was critical to this movement for educational justice were the powerful alliances we built with parents, youth, labor unions, the religious community, and community organizations. The self-concerns that members initially expressed shifted to embracing our collective goals and experiencing our collective power that could only be achieved through solidarity. The power that we built through our 2019 strike brought out over 60,000 people, nearly doubling the size of our membership. We flooded the streets of Los Angeles, stopped traffic, and shut down schools. And the power from the strike has carried over to us today. We're negotiating during the pandemic, and we've been able to fight for health and safety conditions that's considered the gold standard in the nation as we safely return to schools. So during this time of history, and I know that with Biden in office now, there are some hopes, and he's shifting more money to people and programs, and he's taxing the rich, but I think we need to see what that's going to really look like in our capitalistic structure, and if systems are really going to change. We have a unique opportunity to try to converge the people's movements together with local, national, and global solidarity. The stakes have never been higher, and we've seen how far the right wing is willing to go, whether it's an violent insurgency on the nation's capital to voter suppression and denial of the pandemic. The intersectionality of our fights are being integrated in the social movements of our time. I mean, we see Black Lives Matter and the fight for racial justice, Me Too and gender justice, the climate catastrophe, indigenous, immigrant, and labor rights, the fight for a living wage, disability, and LGBTQ rights, and more. Today, there's greater public awareness, as we have all seen with our own eyes the videotape of George Floyd being murdered by police, erupting in national protests around the world. There are deeper conversations linking the settler colonialism and the genocide of First Nations
our economic system of racial capitalism, slavery, and the exploitation of immigrants. Radical solidarity includes breaking down the differences and silos, and for multiracial, diverse people to unite around our common goals through a democratic process. And for me, this includes one, having an intersectional lens while dismantling a white supremacist racist lens. Two, living in relationship with each other and the land, in contrast to the dominance and genocide that our history in the US has shown. To build a community of caring, interdependence, and interconnection, and in relationships with each other, where all people are valued. A community where the youth and the voiceless are honored as they lead us in saving our planet. Three, distributive wealth and a people's economy that provides resources for a people's budget while closing the income inequality gap and taxing the top 1%. Four, along with the people's budget, we must control the proliferation of weapons and guns and stop the expansion of the military, prison, industrial complex. And five, face the realization that it is the responsibility of those living today who must take action to stop the brink of existential catastrophe, which can and very likely is to occur within our lifetime. And as we learned in UTLA as well, this is a time to be bold. Doing nothing means we are actually doing something that moves us toward the destruction of our world as we know it. Amanda Gorman, an American poet, activist, and the first named National Youth Poet Laureate, she wrote, "For there is always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it." Thank you. Merci beaucoup, Arlene. C'était passionnant. La lutte des profs aux États-Unis et du personnel enseignant est particulièrement inspirante pour nous. Je vais maintenant céder la parole à Alem Belhadj. Alem est une militante féministe, membre et ex-présidente de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle est secrétaire générale du syndicat national des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires de l'UGT, donc l'Union générale tunisienne du travail. Alem est aussi membre de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution et de la transition démocratique 2011. Elle est membre de l'Advisory Committee de la Coalition pour les droits sexuels et corporels dans les sociétés musulmanes. Elle est professeure de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Tunis et chef de service à l'hôpital Manguislim. Alem, à vous. Merci Chantal. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui avec vous et de partager cette discussion que j'aurais aimé en direct. Franchement, on en a un peu marre de ces échanges. Autant on était enthousiaste dans un premier temps de trouver d'autres moyens de communication et de continuer quand même à communiquer, mais franchement, ça a un peu trop duré. Et donc, en attendant que ce soit possible d'avoir des échanges directs, donc voilà, moi je parlerai donc plus des luttes féministes à la fois en Tunisie, dans la région et un peu à travers le monde, parce que je pense que la situation globale dans le monde, il y a des traits qu'on partage d'une manière assez sensible dans plusieurs pays du monde. Et là, je parlerai dans un premier temps, donc le premier point que je voudrais aborder, c'est la question de la montée des luttes féministes. Et justement, la montée des luttes féministes, je pense que c'est une caractéristique qui a marqué la dernière décennie et dans plusieurs pays du monde, justement. Et je pense que ça a traversé le nord comme le sud, les pays pauvres, les pays riches, les pays asiatiques et les pays
nordiques, les pays africains, donc les pays arabes. Vraiment, on a vu une montée de ces luttes et un élargissement justement des secteurs de lutte aussi avec l'apparition de nouvelles formes de lutte. Ces manifestations, ces actions féministes ont également dans la région pour nous donc accompagné beaucoup de soulèvements donc, et de changements de régime. Pour nous en Tunisie, on parle encore de l'évolution, même si elle n'a pas atteint ses objectifs, mais quand même, on pense qu'il y a eu une révolution en 2011 et là, les femmes étaient un moteur de cette révolution très, très important. Donc, du coup, on a l'impression et je pense qu'il est légitime aujourd'hui de parler d'une nouvelle vague du mouvement des femmes de par le monde et que cette nouvelle vague peut imprégner les luttes et qu'elle doit être absolument prise en compte quand on parle de convergence des luttes, surtout quand on se situe sur un plan international. Donc, quelques exemples de la région. Donc, en Tunisie, les femmes étaient ces dernières années au devant de la scène dans plein de luttes, donc que ce soit les luttes politiques pour la représentativité politique des femmes dans les différentes instances. Ça, c'était une bataille législative. Bon, on a obtenu plein de lois, mais malheureusement, au niveau de la réalité, les lois ne se traduisent toujours pas dans la réalité. Il y a un avancement, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais il y a une conscience et les politiques, quand ils ne mettent pas les femmes, ils doivent justifier maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Ça coulait de source et maintenant, ils doivent justifier pourquoi il n'y a pas de femmes, mais on continue la bataille là-dessus. Et puis, il y a beaucoup de luttes sociales où les femmes sont impliquées, des luttes pour l'eau, des luttes pour le droit au travail, avec l'émergence de nouvelles formes de lutte, l'occupation des lieux, des espaces. Récemment, des femmes chômeuses qui n'avaient pas, c'était des diplômés chômeurs parce que les femmes diplômées chômeurs en Tunisie sont le double des hommes diplômés chômeurs. Quand tu es un homme diplômé, tu as 22% de risque d'être au chômage, mais quand tu es femme, tu as 44% de risque d'être au chômage. Et donc là, les autorités locales ont privé les femmes mariées diplômées chômeurs d'être parmi la liste des priorités. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes diplômées chômeurs? Elles ont signé ensemble une demande de divorce en disant, voilà, c'était une pétition de centaines de femmes qui disaient, si c'est le mariage qui va nous empêcher d'avoir le droit au travail, eh ben nous, on est contre l'institution du mariage, on n'a pas besoin d'être mariés. Mais c'était un acte symbolique extrêmement riche et extrêmement significatif. Sinon, il y a eu, donc, avec la crise politique et financière et économique actuellement, donc beaucoup d'entreprises qui ont fermé et c'est essentiellement, comme d'habitude, donc c'est des femmes qui sont au premier plan. Et là, les luttes syndicales voient donc l'augmentation du nombre de femmes. Et une petite parenthèse, l'UGTT, donc c'est l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, c'est vraiment une centrale syndicale très très importante qui regroupe aux alentours de 900 000 employés pour un pays où il y a à peine 10 millions et quelques habitants. Donc c'est une centrale syndicale qui pèse beaucoup. Et là, récemment, au cours de ces dernières années, les femmes ont imposé donc une certaine représentativité qui est encore nettement en deçà de leur présence et du rapport de leur présence dans ce cadre, mais quand même les choses avancent un peu. Autre caractéristique de cette montée des luttes féministes, c'est le rajeunissement. Et là, ce n'est pas uniquement en Tunisie. Moi, par exemple, en France, j'ai participé plusieurs années aux manifestations femmes et le nombre de jeunes femmes ces dernières années est nettement plus important. Le nombre de jeunes femmes, quand on voit la marche de l'Espagne ou quand on voit la marche en Pologne ou quand on voit la marche au Liban, est quelque chose d'extrêmement important avec l'utilisation donc de nouvelles méthodes et de lutte, notamment tout ce qui est réseaux sociaux et autres.
Donc aussi, le mouvement des femmes connaît de nouvelles alliances. Nouvelles alliances, notamment, bon, c'est surtout cette décennie, cette dernière décennie, l'alliance avec le mouvement LGBTQI+, donc est de plus en plus importante. Et puis, surtout dans nos régions où ce mouvement-là n'avait pas la possibilité de s'exprimer plus tôt, mais on a vu que les 10 dernières années, donc il y a émergence de plusieurs groupes de défense de cette communauté-là et que l'alliance avec le mouvement féministe, quasiment, elle coulait de source. Et puis, les nouvelles alliances avec des femmes qui ne sont pas organisées, c'est des non-salariés, non-syndiqués et donc des secteurs marginaux et qui se voient de plus en plus. Quelques luttes écologiques également, donc le mouvement écologique dans nos contrées malheureusement ne sont pas très développés, mais il y a des luttes écologistes telles que des luttes pour le droit à l'eau. Ça, c'est essentiellement de l'essor des femmes et ce sont elles qui se sont à plusieurs reprises mobilisées pour garantir ce droit. Sinon, en même temps, on observe donc face à cette montée des luttes, au fait qui s'explique parfaitement, donc c'est mon deuxième point, c'est l'offensive contre les droits des femmes et les luttes spécifiques que mènent ces femmes. Donc, la première question à laquelle je voudrais m'arrêter un peu, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc là, c'est la montée des luttes, elle est également assez largement partagée de par le monde. Le MeToo est quelque chose qui a traversé le monde et qui a eu sa traduction, par exemple, en tunisien, c'est Ennezeda, et donc il y a eu plusieurs milliers de femmes qui se sont exprimées. Et il y a eu plusieurs acquis sur le plan légal. Nous, on est très fiers d'une nouvelle loi une loi organique pour l'élimination des violences faites aux femmes, mais en même temps, il y a une telle augmentation de la violence et paradoxalement, il y a ce paradoxe dans les luttes féministes contre les violences, il y a à la fois des avancées, soi-disant, sur le plan institutionnel, mais la réalité sociale, elle reste autre et à chaque fois qu'il y a une crise politique, économique, financière, c'est vraiment les femmes qui sont les premières agressées, violentées. Et donc, voilà, et c'est ça ce qui laisse dire, moi je le dis souvent, la violence, donc, c'est vraiment le dernier bastion du patriarcat. Et à chaque fois qu'il y a une avancée pour toucher justement les privilèges du patriarcat, il y a la contre-attaque avec la violence. La lutte pour les droits sexuels et reproductifs aussi, donc ça c'est une lutte, et on a vu avec la Covid ces 2 dernières années, beaucoup de recul dans nos contrées, en tout cas. Les reculs ont commencé bien avant, il faut le dire, mais ça s'est accentué ces derniers temps en matière d'offres de l'avortement, d'offres de la contraception. Les chiffres que nous avons par rapport à ça. La Tunisie est un pays qui a légalisé l'avortement très tôt, bien avant plein de pays européens. Donc, on a eu la légalisation l'avortement était possible déjà fin des années 60, mais il est devenu légalisé en 73. C'était certes pour la limitation de naissance, c'était pas pour les droits des femmes, mais ça a quand même servi les femmes et on en a bien profité. Mais actuellement, on voit un recul au niveau de l'offre parce que l'avortement, la contraception a toujours été gratuite en Tunisie. C'est l'État qui offre ce service et actuellement, il est de plus en plus confié au secteur privé. Donc, bien évidemment, avec la crise économique et la crise actuelle de par le monde, la féminisation de la pauvreté est également une réalité. Dans nos contrées, la féminisation de la pauvreté donc, se manifeste essentiellement dans les secteurs les plus pauvres et les plus liés aux pays occidentaux. Donc, il y a beaucoup de fermetures de sociétés et il y a beaucoup donc de licenciements. Et cette situation économique est d'autant plus grave avec la question de l'endettement. Et là, personnellement, je pense qu'il y a Aurélie avec nous, c'est pas moi qui va la convaincre de l'importance de la question de l'endettement, mais on arrive à un tel état d'endettement dans nos pays
en Tunisie, par exemple, si le prêt auprès du FMI qu'on est en train de négocier va avoir lieu, on atteindra les 100% du PIB comme taux d'endettement entre l'endettement intérieur et extérieur, ce qui est vraiment catastrophique. Aussi, la question donc des liens nord-sud, en plus de la question de l'endettement, il y a la question migratoire. Et là, on a une population qui vient d'Afrique noire en particulier, subsaharienne, donc d'Afrique noire. Nous, les Nord-Africains, très fréquemment, quand ils parlent de l'Afrique, on doit parler en termes d'Afrique subsaharienne parce que la Méditerranée, il y a toujours des spécificités historiques. Donc, la Tunisie est un lieu de passage, la Libye est un lieu de passage, le Maroc est un lieu de passage par rapport à la migration africaine. Et là, le nombre de morts en Méditerranée est quelque chose de honteux par rapport à l'humanité entière. Et puis, ce que les pays du Nord, de l'autre rive de la Méditerranée, demandent aux pays du Sud en matière de contrôle de la migration, et là, les femmes sont dans une situation d'exploitation et de vécu de violence de plus en plus accrue. Donc, elles sont victimes de viols lors de la traversée, elles sont victimes un certain moment en Libye, elles étaient victimes d'esclavage au cours de la période du conflit armé. Et donc, vraiment, la situation sur ce niveau-là est quelque chose de très important. Je m'arrêterai un tout petit peu sur la question des fondamentalistes et de l'islam politique et du conservatisme, en fait, du tout bord. Les révolutions, les soulèvements de la dernière décennie, donc, ont amené dans certains pays l'islam politique, comme chez nous, l'islam politique au pouvoir, et ça s'est accompagné avec une vague, justement, une offensive contre les droits des femmes, mais la société continue à lutter, les mouvements féministes, et je suis fière de dire qu'on a été pour beaucoup contre cette lutte-là, mais c'est toujours une lutte du jour au jour, rien qu'hier, donc la maire de Tunis a fermé donc un lieu d'exercice de travail de sexe, et elle a rejeté des dizaines de femmes dans la rue sans aucune mesure de protection de ces femmes-là. Et donc, c'est une lutte qui continue. Sinon, je dirais à la fin par rapport à ça, les femmes et la Covid, donc le rapport inégal entre les hommes et les femmes au niveau de l'accès aux soins, mais les rapports inégaux entre le Sud et le Nord par rapport à l'accès aux vaccins et par rapport à l'accès aux soins d'une manière générale est vraiment quelque chose qui doit faire converger nos luttes et les luttes contre cette pandémie ne peut pas se faire chacun de son côté. C'est quelque chose qui doit être partagé. Ouais. Sinon, les femmes et la lutte anticoloniale, le premier intervenant donc a parlé donc, du droit à l'autodétermination de nos jours. C'est une question qui mobilise beaucoup les femmes dans la région, les femmes et les hommes, mais les femmes énormément. C'est l'attaque et l'offensive contre la Palestine, et avec tout ce qui arrive pour les femmes palestiniennes et les enfants palestiniens d'une manière spécifique. Donc voilà les domaines où les choses se mobilisent. Mais en même temps, cette mobilisation qui retrouve beaucoup de résistance en face, beaucoup de difficultés malgré la vivacité de cette lutte. Moi, je peux dire qu'il y a une vivacité de la lutte, mais en face, il y a beaucoup de résistance. J'affirmerai que le mouvement féministe reste vraiment un moteur de changement social extrêmement important sur lequel il va falloir construire et autour duquel il va falloir tisser les convergences parce que ça amène une révision en profondeur des différentes règles de domination sociétale. Et si on arrive justement à avoir des acquis au niveau des rapports hommes-femmes dans la société, si on arrive à attaquer, quand on affaiblit le patriarcat, on affaiblit également les autres systèmes de domination, notamment le système capitaliste et le système
racistes et les systèmes parce que justement les luttes s'articulent et convergent. Donc, dans ce cadre de convergence, je noterai également l'effort théorique quand même. Il y a des nouvelles pistes de compréhension théorique au sein du mouvement féministe et c'est quelque chose qui témoigne du dynamisme de ce mouvement en ce moment et de cette montée. Notamment, je citerai donc la théorie de la reproduction sociale qui est une théorie qui est extrêmement riche et donc porteuse parce que le capital doit assumer ses responsabilités vis-à-vis des femmes. L'intersectionnalité, je pense que tous les intervenants ont utilisé le terme d'intersectionnel. Je conclus, c'est ma dernière phrase. Et donc, à mon avis, la convergence nécessite deux choses. Une coordination internationale entre les différentes expressions des mouvements féministes, mais aussi une articulation avec les autres secteurs de lutte. Deux exemples dans ce cadre, la Marche mondiale des femmes, le Forum social mondial. Malheureusement, les choses, je suis d'accord quand on a dit le dynamisme de ces mouvements n'est pas toujours le même, mais peut-être on peut construire des choses de la sorte. Voilà, je vous remercie et désolée d'être un peu long. Merci beaucoup. Je pense qu'on vous aurait toutes les trois écoutées pendant au moins 1 heure chacune. Puis merci beaucoup pour ces présentations. Je pense qu'on peut souligner que les femmes de la classe ouvrière ont souvent été à l'avant-garde des luttes sociales. Avant de passer aux questions des militantes et militantes qui sont présents dans la salle, est-ce que vous voudriez prendre une petite minute peut-être pour réagir aux interventions l'une de l'autre ou vous préférez que je passe directement aux questions? Comme je n'ai pas de réponse, je passe aux questions. Moi, je veux juste, si c'est possible, je veux juste réagir très rapidement vis-à-vis de l'intervention d'Alem. Alors, j'ai trouvé toutes les interventions passionnantes. Je voudrais insister sur ce qu'elle dit sur le féminisme. Il se trouve qu'on est 3 femmes à intervenir. Mais parce que je pense aussi que dans la manière de lutter, le fait d'avoir des femmes responsables de mouvements sociaux, ça change les choses. On n'a pas les mêmes façons je trouve en général d'agir. Moi, je le vois en France, en tout cas. Je trouve que les égos sont davantage mis de côté et qu'il y a peut-être une capacité de convergence des luttes et, disons, de résilience des femmes qui font que, j'espère en tout cas, que le fait que les femmes soient davantage en responsabilité dans les mouvements sociaux, dans la gauche et l'écologie, permettra justement de s'en sortir par le haut. Voilà, je le dis d'autant plus qu'en France, il se trouve que depuis quelques années, tous les responsables quasiment de gauche et de l'écologie dans les partis et dans les organisations syndicales et écologiques sont des hommes. Et je pense que c'est un des problèmes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a reçu beaucoup de questions. Je ne pourrai pas toutes les poser malheureusement dans le temps qui nous est imparti. Donc, je vais commencer avec une des multiples questions. D'après vous, quels sont les freins à la construction des alliances internationales contre plutôt le capitalisme et l'impérialisme? Et parallèlement, à part les forums sociaux mondiaux, y a-t-il d'autres espaces pour faire converger les luttes? Et là, je comprends aussi que la question veut dire de manière internationale. On sait que le capitalisme est international, la lutte contre le capitalisme devrait l'être aussi. Je vous écoute si vous voulez me faire signe. Moi, je veux bien me lancer. Oui. Bien que c'est une... En fait, le mouvement de gauche, moi, je pense qu'il y a deux, trois points sur lesquels je réfléchis avec vous. Le mouvement de gauche a plusieurs questionnements pour pouvoir s'organiser sur le plan international. Historiquement, il y avait les internationales parce que la lutte, elle doit être internationale. Aujourd'hui, on est passé vers d'autres formes en se posant des questions. Les questions de l'organisation, de l'horizontalité et de comment mener, comment se retrouver ensemble tout en ayant chacun la même possibilité de décider que les autres. La question de la gestion du pouvoir et la gestion est une question qui a traversé
les quelques formes qui ont essayé d'exister. La deuxième question est une question de financement. S'organiser, c'est beaucoup d'argent, généralement. Il est vrai que maintenant, avec les moyens, ces moyens qu'on s'autorise aujourd'hui, il y a plus de facilité, mais ça reste quand même quelque chose qui nécessite des moyens. Et puis, je pense qu'on a besoin de mettre en place des priorités et de mener des actions concrètes. À chaque fois qu'on a bougé sur le plan international pour une question, quand il y avait la violence contre raciste aux États-Unis, ça a mobilisé beaucoup de gens. En Tunisie, on a bougé. Dans plein de pays, on a bougé. Je pense que si on arrive à prioriser les luttes, peut-être en fonction des périodes, tout est important, bien sûr. Moi, je suis contre le fait de dire non, là, ce n'est pas à l'ordre du jour maintenant, tout est à l'ordre du jour. Mais des luttes communes, mener des batailles, commencer par des batailles communes, peut-être on avancera. Arlene, Aurélie, aurez-vous des idées pour répondre à cette question-là? Yeah, I'd just like to add briefly that, yeah, I think it feels so immense when you think about, international, how do we work together? But I think if we break it down into smaller pieces, like for example, teachers unions, we're presently having a webinar with Jane McAlevey, Organizing for Power, where she's bringing, part of our sponsors here, based in Germany, but bringing together many, many countries. I don't know how many languages, multiple languages, but some basic principles that we are interacting with and having small groups. And, realizing that, they've been beating us. They have, like you said, all the money, they've had all the power. And it's gonna take the little guys and the little gals like us to really come together and start working together in using this virtual platform, which is a great one for international work, and picking those issues where we could start digging and fighting back. And I think when everybody does that, it will be a big revolution. But it does take it breaking it down into smaller pieces. Oui, les webinaires de Jane McAlevey sont passionnants. J'ai la chance de participer à celui-ci. 4000 personnes, je pense. Parfait. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une autre question sur cette tendance excusez-moi, des montées de la droite. Donc, comment voyez-vous la possibilité pour l'Europe de changer cette tendance à l'augmentation de la droite au pouvoir, en pensant à la situation en Amérique latine où il y a des organisations sociales et féministes qui commencent à gagner en force, puis et surtout le pouvoir contre le système néolibéral? Quelles seraient les forces similaires qui existent en France? Et je vais étendre la question en Tunisie, aux États-Unis, et en même temps, c'est quoi les freins à la construction des alliances internationales contre le capitalisme et l'impérialisme? C'est vaste. Alors, je peux me lancer si tu veux. Oui, Aurélie, on vous écoute. Bon, pas trop, du coup, je vais être courte. Ça sera pas très précis, mais je pense qu'il y a vraiment de grands enjeux. Un, c'est la radicalité, c'est-à-dire, ça a été dit par les différents intervenants, le fait de penser la remise en cause du système en entier, du système capitaliste. Il faut oser reparler de capitalisme, en fait, parce que c'est un système qui exploite le vivant et qui exploite le travail, pas seulement le travail, mais le vivant aussi. C'est un système aussi qui s'appuie sur des rapports de domination, on l'a vu, racistes et patriarcaux. Donc, il faut être radical et prendre en compte l'ensemble dans la proposition d'un projet alternatif. Et donc, par exemple, une gauche qui ne serait pas au clair sur le racisme, ça ne va pas du tout. Et ça veut dire aussi laisser tomber, en Europe en particulier, c'est vraiment rompre avec le social-libéralisme, avec ce qu'ont essayé d'imposer les Tony Blair, Gerhard Schröder, François Hollande en France, voilà, Bill Clinton aux États-Unis, c'est-à-dire ce social-libéralisme ou libéralisme tout court
qui a galvaudé totalement les idées de la gauche. Et du coup, il y a plein aujourd'hui d'ouvriers, d'employés. On a perdu les ouvriers, les employés, les gens dans la précarité, les chômeurs à gauche. Ils ne votent plus à gauche, ou très peu, parce qu'on a laissé tomber notre radicalité, quoi. Donc, il faut être à la fois radical et en même temps un bloc majoritaire. Ça veut dire aussi qu'on est obligé de faire de l'intersectionnalité et que ce n'est pas seulement s'intéresser au conflit capital-travail, c'est aussi le conflit capital-vivant, c'est aussi le racisme, c'est aussi le patriarcat, quoi. Donc voilà, c'est à la fois très radical et à la fois en étant capable d'intersectionnaliser. Je sais que ce terme fait débat, mais moi je pense que voilà, l'idée de rassemblement, elle est extrêmement importante sans avoir d'hégémonie d'une lutte sur une autre. Voilà, une gauche et une écologie qui ne céderait sur rien, et notamment qui ne céderait pas à l'extrême droite, parce que je crois que c'est le plus grand danger, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alain? Oui, moi je suis d'accord pour dire il va falloir quand même dire les choses par leur nom. Aujourd'hui, la gauche a du mal à dire, à se positionner clairement. Beaucoup de militants de gauche ne se positionnent pas clairement contre le capitalisme. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse continuer si on ne dit pas clairement que le système capitaliste est à bout de souffle et qu'il a suffisamment nui à l'humanité qu'aujourd'hui, si on se positionne dans une alternative, c'est une alternative anticapitaliste. Mais il va falloir traduire cette alternative anticapitaliste peut-être en des tâches, petites tâches en attendant et se mobiliser pour certaines tâches précises dans cette perspective anticapitaliste. Où toutes les luttes, où tous les systèmes de domination, justement, sont pris en compte. Moi, je ne vois pas une lutte anticapitaliste sans une lutte antipatriarcale, sans une lutte antiraciste, sans une lutte écologiste. Donc, ça doit marcher ensemble. Et toute cette difficulté, c'est l'articulation de ces domaines de lutte et de ces systèmes de domination. Mais il faut être clair. Je pense qu'on a un peu navigué dans des domaines qui ne sont pas toujours clairs ces dernières décennies. En effet. Arlene, sur ce sujet-là, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Yeah, I'll just say really quickly that, you know, in the US, we are seeing a shift in the population with more people of color, more Black and brown people in particular. And I think there has also been at the same time, we're seeing the threat that poses, trying to change laws to make it harder to vote for people of color to vote, trying to change structures to keep people oppressed. But the answer to that we're seeing is what we saw in the streets. We see people organizing, whether it's for voter drives to win Georgia, or whether it's against the police brutality with showing George Floyd. But we cannot underestimate the power of people on the street and not letting the government, not letting the neoliberal capitalists get away with stuff. So I think we saw with Derek Chauvin's trial, I don't think he would have been guilty, right, if it were not for the demo in the street. Mm-hmm. So people are going to have to hold everyone accountable and keep fighting. Thank you. On arrive malheureusement déjà au bout du temps qui nous était prévu. Donc, je vais quand même vous donner à chacune 2 minutes pour conclure un petit peu et je vais y aller par ordre alphabétique de prénoms. Donc, on va commencer avec Alain. D'accord. Donc, voilà, moi, pour conclure, c'était un peu la conclusion, ce que je viens de dire. Je pense qu'il est temps, dans chaque pays, du moins en Tunisie, mais ça a été dit par d'autres intervenants, les idées de gauche sont là, les revendications sociales vont dans ce sens, mais il y a un problème pour les porter et pour organiser les gens autour. Et il va falloir aller vers ça sur le plan national pour aller vers l'international.
en même temps, donc, s'organiser sur des thèmes clairs, sur des revendications claires, et puis converger les luttes et lier le national avec l'international. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner nos luttes. Merci beaucoup. Arlene? Yeah, I think I've pretty much summed up what I had wanted to say. I think I just want to say one thing, is that I can't say enough about what it means to be in relationship with each other at a very profound and fundamental way, that everything starts from our relationship and seeing each other in our humanity. And I mean, relationships heal trauma, relationships heal lots of stuff. When we start from there, we see each other as a whole people, and building from there together is, I feel, the way, like someone mentioned, the commercialization, the commodification, all these trends that we've experienced, but getting back down to just one-on-one, making human connection is how we're going to win this together. Merci beaucoup, Arlene. Aurélie? Oui, d'abord, je voudrais vous remercier vraiment pour l'organisation de ce débat, parce que moi, je suis très heureuse de partager ces expériences entre femmes, là, du coup. Mais voilà, entre aussi des militantes, en fait, hein, et des militants et d'expériences de différentes régions, de différents pays. Et je suis heureuse aussi de voir, je ne me rendais pas compte à quel point cette idée de la radicalité, c'est-à-dire d'une lutte antisystémique et en même temps la nécessité de convergence est partagée, en tout cas partagée ici, quoi. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Je me dis que ce qu'on vit en France, finalement, c'est vécu ailleurs, et c'est que peut-être il y a une convergence, y compris possible à l'échelle internationale. Donc, radicalité, convergence, moi, je voudrais juste finir aussi sur une note positive. C'est que je sens, moi, je suis aussi maman, et j'ai des enfants, et je vois à quel point, et je suis aussi enseignante à l'université, et je vois à quel point les nouvelles générations sont en train de réinventer la politique au sens large du terme. Et alors, sur deux choses en particulier, le climat et le féminisme. La lutte pour le climat et la lutte pour le féminisme, ça c'est très clair en France, et en même temps dans une vision systémique, c'est-à-dire en faisant le lien avec le système. Et ça me rend vraiment porteuse voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je finirai en disant que par contre, si on veut rallier ces jeunes, je crois que ce qu'ils nous apprennent, ces jeunes aussi, c'est qu'au sein de nos mouvements, il faut qu'on soit irréprochable, il faut qu'on soit exemplaire. Et notamment qu'on ait des organisations vraiment féministes, qu'on applique le féminisme dans nos organisations, qu'il y ait vraiment une lutte contre le patriarcat, y compris à gauche, parce qu'on a encore des relents patriarcaux à gauche, qu'on pratique aussi la démocratie réelle dans nos mouvements, parce que dans nos mouvements, ce n'est pas vrai qu'on est irréprochable sur le plan de la démocratie. Et donc, il faut aussi essayer, voilà, dans nos mouvements à nous, d'être autocritique et poursuivre dans nos mouvements aussi ce qu'on veut porter pour le monde en entier, quoi. Voilà. Merci pour votre attention et les débats. Merci beaucoup. En conclusion, je veux remercier nos 4 panélistes, All On You, qui a participé doublement à distance, étant donné que sa présentation était préenregistrée. Aurélie, Alem, Arlene, ce fut un plaisir pour moi de vous entendre, et je ne doute pas une seconde que les militantes et militantes qui assistaient à la présentation en ont pensé tout autant. Je suis désolée pour celles et ceux qui ont posé des questions qu'on n'a pas eu le temps, auxquelles on n'a pas eu le temps de donner de réponse. Ce n'est pas parce que vos questions n'étaient pas bonnes, c'est justement parce que vos questions étaient excellentes qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre, parce que ça suscite énormément de débats. Donc, je veux quand même conclure en prêchant pour mon organisation. Je veux souligner que le Conseil central du Montréal métropolitain veut s'impliquer et s'implique déjà d'ailleurs dans ces luttes-là. Nous souhaitons toujours tendre la main aux organisations syndicales à l'extérieur du Québec. On a déjà des liens avec le Frente Auténtico del Trabajo au Mexique, avec United Electrical Workers aux États-Unis, avec différentes organisations syndicales. N'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à vous impliquer dans vos organisations syndicales. Les mouvements féministes et écologistes, c'est ça qui est la lutte
les luttes à mener, cette convergence à faire, doit se faire absolument. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer dans une autre salle Zoom.